Alors, bienvenue à Elle en a fait du chemin. Avec nous aujourd'hui, une invitée de marque, quelqu'un qui m'a soutenue dans tout ce qui est la démarche promotionnelle autour de la marque Elle en a fait du chemin. Alors, mon invitée, Christina Aboud. Alors, salut! Salut, merci beaucoup Jessie pour l'intro. Yes, j'aime beaucoup le travail que tu fais. Alors, j'aimerais que tu puisses te présenter un petit peu à l'audience. OK, Christina Aboud, qu'est-ce que bien tu sûr. fais? Qu'est-ce que je fais? C'est une très bonne question. Premièrement, merci beaucoup de m'avoir. Moi aussi, je me sens choyée de travailler avec toi, Jessie. Puis c'est important aussi pour nous de soutenir des gens comme toi qui œuvrent vraiment dans l'entrepreneuriat féminin, de diversité et autres. Puis juste pour revenir à ce que je fais, en fait, ce que je fais, c'est soutenir des gens comme toi. Juste pour un petit background de ce que j'ai fait avant, puis comment je suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, je suis la fondatrice de Squalls. Donc, on est un studio d'impact social qui se spécialise en marketing. Moi, personnellement, j'ai commencé ma carrière dans des grandes agences en publicité au Moyen-Orient, parce que j'ai grandi au Liban avant de venir ici au Canada. Ça fait pas longtemps que je suis ici, puis je vais te raconter un peu l'histoire en arrière de ça. Mais en fait, moi, j'ai fait mes études en communication visuelle à l'École des beaux-arts au Liban, et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans des grandes agences rapidement en communication et en graphisme, en fait, en design poussé. Puis après, en fait, c'est vraiment en travaillant là-dedans que je voulais aller encore plus loin dans mes études, mais plus réorienter mes études vers la stratégie et le marketing en affaires et non pas en art. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici à Montréal, au HEC en fait. Et un an après, un an après mes études, donc j'ai fini en un an mon DES, puis c'est là que j'ai incorporé Squalls et qu'on a commencé l'aventure entrepreneuriale. Et je te dirais que j'ai été chanceuse dès le début de l'entreprise, de travailler sur des mandats avec quand même de grandes envergures, comme avec la Ville de Montréal, la Ville de Longueuil et plusieurs territoires commerciaux ici à Montréal, comme la Petite-Italie, Hochelaga et autres. OK, donc c'est ça la petite histoire un petit peu derrière Oui, Squalls. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'appeler Squalls? C'est quoi le secret derrière le nom Squalls? ouais, c'est une très bonne question. En fait, il y a beaucoup de gens qui posent cette question-là. Je pensais que tout le monde connaissait le mot parce que c'est vraiment une condition météorologique très, très connue ici au Canada. En fait, squalls, en français, ça veut dire bourrasque. C'est un mot anglais. Puis, c'est en fait un vent très violent qui arrive de très courte durée. OK? Oui, c'est quelque chose qu'on voit ici beaucoup au Canada. Parfois, on n'est pas conscient que ça arrive. Moi, je l'ai vécu personnellement. Puis, je sais aussi que ça arrive beaucoup en Gaspésie, beaucoup plus qu'ici à Montréal. Puis, en fait, qu'est-ce que ça amène avec ce qu'on fait? Pour nous, chez nous, chez Squalls, en fait, on considère la stratégie comme un squall ou une bourrasque. Pourquoi? Parce que nous, quand on arrive dans une organisation, que ce soit un organisme ou une entreprise, on bouscule les choses. On bouscule les choses, mais pour une courte durée. Ça ne dure pas très longtemps. Ce qu'on fait peut être un peu difficile à vivre au début parce on soulève les problèmes, mais en même temps, on va soulever des solutions. Donc, pendant une courte durée, on va vivre une bourrasque en interne, mais après, juste comme quand on le voit aussi, quand ça arrive vraiment dans les conditions de météo, en fait, après, tout redevient à la normale et même mieux que ça a été avant. Donc, voilà un peu le concept de Squalls. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si tu regardes notre site web, notre identité de marque, nos communications, c'est toujours en relation avec la nature, avec les tornades. Oui, c'est vraiment en lien avec le nom de l'entreprise. OK, c'est vraiment intéressant. Je pensais pas ça comme ça, mais c'est vraiment intéressant maintenant que tu l'expliques. Puis effectivement, lorsqu'on parle de Squalls, c'est de brasser un petit peu je pourrais dire changer les paradigmes, donc la façon de réfléchir pour amener une nouvelle façon de faire, pour amener le Exactement. calme par la suite. C'est ce que j'ai bien Exactement. compris? Tu as tout compris. C'est un bon changement qui amène le calme par la suite. Super intéressant. Oui, parce que c'est vraiment ça que Qu'on tu amènes, fait. c'est vraiment ça. Effectivement, c'était cet effet-là que j'avais ressenti. Alors, tu as un positionnement spécial par rapport aux ESG. Oui. Premièrement, c'est quoi une ESG? Puis, juste nous expliquer un petit peu ton positionnement, ce qui t'a amené à vouloir avoir, je pourrais dire, une spécialité ou un regard plus spécifique sur les ESG. En fait, c'est une très bonne question. C'est aussi quelque chose qui est super. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup des EG, OK? Mais en fait, on entend parler de ça beaucoup par des grandes entreprises. C'est pas encore très populaire dans les petites entreprises ou les PME. Mais les critères ESG ou les pratiques ESG, en fait, c'est basé sur 3 critères. Le E, c'est l'environnement. Le S, c'est la société. Et le G, c'est la gouvernance. Si on y pense vraiment, les ESG, c'est vraiment basé sur les valeurs humaines.
OK? Donc, c'est rien de transcendant, c'est rien d'innovateur en tant que tel. C'est juste que je pense que dans un moment donné, on a dévié un peu de la nature humaine en termes de consommation, en termes de production. Puis là, tout le monde revient un peu à l'essentiel. On regarde l'environnement, on regarde la société, on regarde la gouvernance. Puis c'est des pratiques, en fait, et des normes que des entreprises regardent pour intégrer en interne dans leur processus et dans leur modèle d'affaires pour avoir un impact positif en externe de mon entreprise. Donc, en fait, c'est ça vraiment ESG. Puis aujourd'hui, si je parle d'un point de vue de marketing et de vente, c'est très important pour les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, ça ne change rien, de regarder ces critères-là, puis de se poser des questions pour dire, bon, comment je peux intégrer ces pratiques-là dans mon modèle d'affaires? Et je vais te dire pourquoi. En fait, aujourd'hui, un consommateur a vraiment évolué. Si tu vois qu'est-ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux, ce que les gens disent, surtout les jeunes générations qui sont les générations futures de consommateurs, on remarque que la façon de consommer a changé. Les gens aujourd'hui et les jeunes regardent beaucoup les valeurs de l'entreprise. Ils regardent le produit. Bon, ce produit-là, est-ce qu'il nuit à l'environnement? Est-ce qu'il est testé sur les animaux? Est-ce que ce produit-là n'est pas inclusif? Ça, c'est des questions que les consommateurs se posent aujourd'hui. Et si les entreprises ne répondent pas à ça, directement, tu n'es plus dans mon processus d'achat. Directement, je t'exclus en termes d'achat. Ça peut être lié à autant à un produit ou à un service aussi. Donc, en fait, c'est ça les pratiques ESG. Ça devient de plus en plus important aujourd'hui. Et c'est important pour toutes les entreprises de regarder ça, puis de commencer à se dire comment je peux contribuer à l'amélioration de la société. Et juste pour te dire, juste entre parenthèses, surtout les entreprises qui cherchent aussi à travailler avec des grandes entreprises. Les grandes entreprises de plus en plus rentrent là-dedans et commencent à exiger ces pratiques-là même des fournisseurs. Donc, si toi, aujourd'hui, tu es un fournisseur de services qui cherche, par exemple, à contribuer avec la Ville de Montréal, ça se peut qu'avec le temps, puis d'ici un an, la BDC estime que 92% des grands donneurs d'ordre ont commencé à exiger ces pratiques-là de leurs fournisseurs. Donc déjà, si t'es pas là-dedans, puis si tu le prouves pas d'une façon tangible, donc vraiment, c'est pas juste le dire, mais c'est aussi le faire, ça va être difficile, premièrement, de vendre à des consommateurs, et deuxièmement, si ça t'intéresse, de travailler avec des grandes entreprises. Est-ce qu'il y a des étapes qu'une PME ou qu'une grande entreprise peuvent mettre de l'avant ou des moyens ou des choses à faire, on pourrait dire, pour pouvoir devenir un ESG? Bon, oui, c'est sûr, mais c'est très relatif. Ça dépend de chaque entreprise. En fait, la première étape qu'il faut faire en entreprise, si on veut devenir plus ESG, c'est faire ce qu'on appelle un audit. Donc, en fait, on va regarder en interne nos actions, qu'est-ce qu'on fait, puis c'est quoi notre impact par rapport à chacun des critères. Je vais vous donner un exemple concret. Si tu es une entreprise de production, c'est sûr que tu as un grand impact sur l'environnement parce que tu produis quelque chose. Bien, si tu es là-dedans et tu veux devenir plus ESG, il y a des questions que tu peux te poser. Bien, premièrement, regarder ta chaîne d'approvisionnement. Est-ce qu'il y a beaucoup de transport? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que tu achètes d'ailleurs que tu fais venir ici? Bon, est-ce que tu peux changer ça si la réponse est oui? Deuxièmement, ça peut être juste ton packaging, ton emballage. Est-ce qu'il est éco-responsable? Est-ce que les matériaux que tu utilises pour produire sont recyclables? Donc, il y a des questions comme ça qu'on peut se poser. Après, si c'est une entreprise de service, c'est sûr que ton impact sur l'environnement peut être moindre. Il y a d'autres choses, comme la société. La société et ton impact social peut être important. Donc, par exemple, ta politique de recrutement. Est-ce que tu favorises l'inclusivité, la diversité dans la façon dont tu recrutes? Puis quand je parle de recrutement, ça peut être autant des employés que des fournisseurs ou des partenaires d'affaires avec lesquels tu travailles. Est-ce que ton environnement de travail est sain? Est-ce que les gens ont envie de travailler chez toi? Est-ce que tu écoutes les gens qui sont chez toi? Est-ce que tu les formes? Est-ce que tu les aides à aller ailleurs, à évoluer comme individu, autant professionnellement que personnellement? En fait, c'est des questions simples. C'est des questions humaines qu'on se pose. Puis c'est ça, les ESG. Puis là, après, une fois que tu t'es posé les questions, puis tu as évalué ton impact un peu sur les différents points, là, tu te fais un plan d'action. Puis tu te dis, OK, bon, là, moi, je peux travailler un peu plus sur le volet social, puis voici les actions que je dois prendre. Ce qui est important à faire, c'est de ne pas essayer de tout faire et de ne pas essayer de trop en faire et être réaliste par rapport à mes ressources financières, mes ressources humaines, mes capacités en tant qu'entreprise, prendre des décisions qui font du sens, puis après, vraiment les exécuter. Parce qu'on a tous parfois des idées et on ne les met jamais en avant, on les exécute jamais. Donc, très important d'identifier qu'est-ce qu'on veut faire, l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de mon entreprise. Après, comment je les mets en place, puis les mettre en place. OK, c'est vraiment
un beau processus. Exactement. Donc, toi et moi, on a décidé de collaborer. Je parle de JC Media et peut-être éventuellement la maison de Déborah. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait attiré par rapport à mes entreprises. Je crois entendre des mots comme des valeurs humaines, Oui. tout ça, mais j'aimerais avoir ton son de cloche par rapport à ça. Ben, en fait, nous chez Squaws, ben, premièrement, on est un studio d'impact social. On ne s'appelle pas une agence publicitaire ou une agence marketing. Puis c'est important pour nous parce qu'on met vraiment les valeurs ESG à cœur des opérations de l'entreprise. Puis quand on parle de ça, quand tu es ESG, c'est pas uniquement dans ce que tu es en interne. Ça veut dire, oui, moi je le suis, mes employés le sont, on a des pratiques qu'on est en train de respecter au quotidien, mais il y a aussi avec qui je travaille, donc en externe de mon entreprise, avec qui je décide de collaborer. Puis les clients, ça fait partie aussi de tes partenaires d'affaires. C'est pas uniquement tes employés ou tes partenaires ou tes fournisseurs qui font partie de ton organisation, mais c'est aussi tes clients. Donc, nous, on est attirés par des clients qui nous ressemblent. Puis, on veut supporter aussi des clients qui nous ressemblent et surtout des clients qui veulent changer le monde. C'est pour ça qu'on existe. Puis, c'est ça vraiment notre mission. Puis, pour moi, être ESG, c'est pas juste le dire. On a bien beau le dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, mais il faut aussi le mettre en pratique. Donc, si je dis que je suis ESG, mes clients n'ont rien à voir avec les ESG, je ne suis pas vraiment ESG. Donc, toi, Jessie, dans ce que tu fais, que ce soit au niveau de ton OBNL, puis on s'entend que toutes les OBNL sont ESG parce que ça n'a rien à voir avec toi. Tu ne fais pas ça pour l'argent, tu ne fais pas ça pour toi, tu le fais pour les autres. Déjà, ta vocation sociale est énorme en termes qu'organisme à but non lucratif. Mais après, tu regardes aussi Jessie Media, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, qu'est-ce que tu fais vraiment, toi? Toi, tu es là pour supporter des entreprises qui sont de la diversité ethnoculturelle, que ça soit au niveau de l'entrepreneuriat féminin, que ça soit au niveau de la diversité ethnique. Puis ça, c'est des valeurs ESG, des valeurs sociales importantes qu'on doit mettre de l'avant. Donc pour nous, pour Squaws, pour moi personnellement aussi, travailler comme des gens comme toi, je suis en train de contribuer à ta mission, à ce que tu fais. Puis d'une façon ou d'une autre, j'aide à changer le monde. Parce que moi, dans mon service en tant que tel, le marketing, la planification des affaires, la stratégie, mon impact est minime en termes de service. Mais comment je peux vraiment contribuer au changement social? C'est en travaillant avec des gens comme toi qui veulent changer le monde et qui le font pour les autres et non pas pour eux-mêmes. Donc, c'est un peu, je pourrais dire, on est tes bras, si je comprends bien. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Se trouver dans les autres aussi, c'est important. C'est vraiment intéressant comme concept et je pense que ça a un effet multiplicateur aussi qui va avoir un très, 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 très grand impact. Quelle est ta plus grande, plus belle réalisation en tant qu'entrepreneur, là? Parce que tu m'as parlé de gros noms comme la Ville de Montréal. Oui. Je te laisse le temps de réfléchir, mais quelle est ta plus belle réalisation? Ma plus belle réalisation. Tu veux dire d'un point de vue quoi exactement? Entrepreneurial avec Squaws ou en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose comme ça peut être une réalisation personnelle aussi? OK. Ben oui, je t'avoue, c'est sûr que pouvoir travailler, en étant une très petite entreprise quand même, pouvoir travailler avec des grandes entreprises, c'est important. Ça nous crédibilise, mais en même temps, je trouve que ça nous amène aussi à croire un peu plus en ce qu'on est et à ce qu'on fait. Comme par exemple, moi, travailler avec les Villes de Montréal, c'est quelque chose qui est arrivé une semaine uniquement après l'incorporation de Squaws. Exactement. Ça n'a vraiment pas pris longtemps. Puis quand on a réussi à remporter l'appel d'offres, ben en fait, on était une très petite équipe. On commençait, j'étais toute seule, puis je recrutais petit à petit aussi des gens pour me soutenir un peu partout. Mais en fait, le fait qu'on a osé, le fait qu'on a pris l'opportunité, qu'on s'était dit, bon, faut pas avoir peur. Oui, on est jeune. Oui, l'entreprise n'est pas encore rendue où elle doit être, mais on a quand même une opportunité devant nous qui se présente, qui est importante aussi à considérer, puis à tenter. Je pense que la plus belle chose que j'ai faite, c'est vraiment oser en entrepreneuriat. C'est pas juste pour la Ville de Montréal, ça c'est juste un exemple de oser, mais en fait, oser tous les jours. Quand des opportunités se présentent devant nous, c'est important de les saisir, que ce soit au niveau des clients, que ce soit au niveau personnel. S'il y a des opportunités qui se présentent pour, par exemple, faire du bénévolat ou bien être un peu plus présent dans un réseau, c'est aussi important de les prendre en considération pour grossir ton équipe aussi, prendre le risque de dire, oui, je prends un risque entrepreneurial, je prends un risque financier en grossissant mon équipe, mais c'est quoi l'avantage de faire ça? C'est qu'on se libère du temps,
on se concentre sur les choses importantes, puis ça permet à l'entreprise de grossir. Donc, je te dirais, en fait, moi, la plus belle chose que j'ai faite au niveau décisionnel, en tout cas, c'est vraiment de ne pas avoir peur, c'est de foncer rapidement, de quand il y a une opportunité qui se présente devant moi, me dire, je vais essayer. Et si jamais on échoue, c'est pas grave. C'est pas de dire, ah, j'ai échoué, je vais jamais plus tenter ma chance. Non, c'est important de réessayer tout le temps. Donc, comme on le fait dans la vie personnelle tous les jours, c'est vraiment agir naturellement aussi quand on est entrepreneur. OK. Donc, tu sais que Jessie Media, c'est un média. Je sais que c'est pas toujours facile d'être sur le plateau, donc je te remercie vraiment d'avoir pris cette opportunité-là. Puis moi, je trouve que c'est vraiment intéressant tout ce que tu dis, puisque tu nous amènes vers le côté humain de l'entrepreneur. Parce que Exactement. souvent, lorsqu'on parle d'entreprise, on parle d'argent, on parle de gains, on parle souvent de soi, de réussite personnelle, mais tout ça, c'est vraiment, c'est un autre regard sur l'entrepreneuriat. Alors, si tu verrais un jeune ou une jeune qui aurait l'âge que tu avais, exemple, au secondaire, qui se demande un petit peu comment rentrer en entrepreneuriat, ça serait quoi ton conseil? Ça serait quoi mon conseil? Je te dirais, mon premier conseil entrepreneurial, c'est vraiment de se trouver en tant qu'entrepreneur, mais se trouver aussi en tant qu'entreprise. Puis tu l'as dit un peu, tu l'as expliqué, quand on parle d'entreprise, on parle d'argent, on parle de réussite financière, on parle de revenus. Puis ça, c'était des notions il y a 100 ans passés, on parlait que de ça. Il y a 100 ans passé, parler de l'humain, ça n'existait pas encore. Je parle de Henry Ford, puis vraiment les entreprises qui se sont construites au début des années 1900, c'était que l'argent qui comptait. Mais en fait, l'entrepreneuriat, les entreprises aussi ont évolué 50 ans après, ou même 100 ans à peu près, non, un peu moins. Au début des années 2000, on a commencé à entendre parler des employés, des humains en arrière d'une entreprise, non pas juste du fondateur ou des revenus. Aujourd'hui, on a ajouté quelque chose de plus qui est la planète, la société. Donc, on évolue. La société évolue, l'entrepreneur en tant que tel évolue. Puis aujourd'hui, se battre uniquement sur une offre, c'est plus suffisant. Ça veut dire se concentrer tellement, mettre toute notre énergie, notre temps, notre argent sur exceller au niveau du produit, au niveau du service. Aujourd'hui, c'est rendu secondaire. Alors qu'il y a peut-être 50 ans passés ou 100 ans passés, c'était la chose la plus importante. Les gens te jugeaient sur ton prix, sur ta qualité, sur ta performance. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Quand ils trouvaient un meilleur prix ou une meilleure chose qu'au niveau de la qualité, ils changeaient. Ils changeaient de service, ils changeaient de produit, ils changeaient d'entreprise. Aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, avoir un bon prix puis avoir une bonne qualité, une bonne performance, c'est encore important. Si tu n'as pas ça, c'est la base, il n'y a personne qui va acheter ton produit. Par contre, il y a quelque chose de très important qu'on ne peut pas nier, c'est qui tu es comme entrepreneur puis qui est ton entreprise. En marketing, on appelle ça la raison d'être. Donc, se trouver, c'est quoi ma raison d'être? Puis se poser vraiment la question, premièrement, pourquoi je veux être entrepreneur? Puis ne pas dire pour faire de l'argent, parce que ce n'est pas une raison. On peut faire n'importe quoi dans la vie puis faire de l'argent. On peut être employé, faire de l'argent. On peut avoir des petits jobs, être des pigistes. On peut faire tout pour faire de l'argent. Mais être entrepreneur, ça a une vocation plus grosse que ça. Donc, se dire pourquoi je suis entrepreneur, pourquoi je veux avoir mon entreprise, c'est quoi, moi, l'empreinte que je veux laisser sur la société, sur le monde, avec ce que je fais. Puis, quand on va trouver ça, se concentrer sur ça, se concentrer sur ce qu'on est et non pas sur ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, il y a peut-être une centaine de personnes qui font la même chose que nous. Donc, se battre sur notre offre est rendu secondaire aujourd'hui. Donc, ça, c'est mon premier conseil pour les entrepreneurs. Mon deuxième conseil, c'est de prendre le temps de réfléchir, puis se calmer. Parce que j'ai l'impression que les entrepreneurs sont toujours dans l'action. Ils veulent toujours avancer. On veut aller vite. Je comprends la dynamique, je comprends pourquoi. C'est parce qu'on veut réussir, on veut commencer à avoir notre entreprise qui devient prospère petit à petit, puis on veut prendre des actions concrètes. Mais en fait, si on oublie un peu la partie moins tangible qui est la réflexion, la stratégie, la planification, si on saute toute cette étape-là, puis après on rentre directement dans mettre en place des actions, on peut perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Puis je le sais de mes propres clients qui sont passés par ça. Puis vraiment, si on veut éviter toutes les pertes, puis je parle encore une fois d'un point de vue des affaires et d'un point de vue marketing, si on veut faire les bonnes choses, il faut qu'on prenne un recul, il faut qu'on prenne un peu de temps pour planifier, pour se poser des questions. C'est vraiment pas un logo et un site web qui vont faire que ton entreprise va être pérenne, prospère.
C'est la planification, c'est ton modèle, c'est la réflexion en arrière, c'est l'intelligence en arrière de ton modèle d'affaires et c'est aussi qui tu es comme entrepreneur, qui tu es comme entreprise qui vont faire en sorte que tu vas réussir en affaires et non pas les actions court terme sur lesquelles on s'attarde beaucoup, comme la publicité, comme la promotion et les petites actions promotionnelles qu'on pense qui sont importantes. OK, donc si on te rencontre ou on rencontre une des membres de l'équipe de Squaws pour une consultation, c'est tout ça qu'on va apprendre? Oui, je te dirais, c'est vraiment ça. Parce que nous, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on va par la base. Pour moi, puis j'ai bâti Squaws vraiment en se basant sur une vision. Moi, à la base, je viens du domaine de la communication. Donc, j'ai travaillé longtemps en agence publicitaire. Puis la raison pour laquelle j'ai quitté ce domaine-là, c'est parce que moi, comme employé, je me sentais que je mettais pas assez de temps sur les vraies affaires. Puis je voyais la déception des clients, pas par rapport à mon travail personnellement, parce que j'étais bonne dans ce que je faisais, puis mes collègues l'étaient aussi. Il y avait quand même une déception qu'on ressentait par rapport aux clients. Puis quand j'ai fait le switch vers la stratégie, j'étais arrivée ici au HEC, j'ai commencé à rencontrer des gens, à leur parler. J'ai remarqué que ça, c'était pas un problème du Moyen-Orient, parce que j'ai toujours pensé parce que la culture est différente, la façon dont on travaille. Puis au Moyen-Orient, le beat est rapide. Les gens veulent les choses rapidement. Alors qu'ici, je trouve que les gens sont plus relax, prennent plus le temps. Mais en même temps, j'ai vu qu'ici même, on a un peu des problématiques en termes de marketing. Puis une des plus grosses problématiques, c'est le coût. Le coût du marketing est très, très élevé, le coût des services. C'est pour cela qu'il y a plein d'entreprises qui ont plein de potentiel, très bons produits, très bons services, qui réussissent pas à l'amener sur le marché de la bonne façon, parce que malheureusement, ils n'ont pas toujours accès à des services de qualité. Donc, chez Squaws, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met les bonnes choses aux bonnes places. Si quelqu'un m'appelle pour me dire, Christina, j'ai besoin de publicité, j'ai besoin de me faire connaître, j'ai un produit, je sais que mon produit marche parce que les gens l'ont testé et ils m'ont dit qu'il était bon, mais j'arrive pas à le vendre en ligne, donc je dois faire la publicité. Ma première question, c'est, OK, c'est bon, est-ce que tu as déjà fait de la pub? Puis la réponse est oui, j'ai déjà fait de la publicité 10 fois, puis ça n'a jamais marché. Moi, ma réponse est, mais pourquoi tu penses que si moi je vais le faire, ça va marcher? Parce que le problème, c'est pas la personne qui l'a fait. Je suis sûre que la personne t'a engagé était bonne dans ce qu'elle faisait. Je suis pas meilleure que cette personne-là. Par contre, il y a des étapes que tu as sautées. Il y a des choses importantes que tu dois regarder pour que ta publicité fonctionne, qui doivent être faites en avant de faire de la publicité. C'est pas un discours que tout le monde veut entendre. C'est pas tous les entrepreneurs qui vont dire, oui, Christina, tu sais quoi, on va faire la stratégie ensemble. OK, on va se faire consulter ou se faire accompagner. Il y en a qui vont me dire, non, je veux quand même faire la publicité. Puis personnellement, ça, c'est pas des choses que je prendrais. C'est pas des mandats que je dirais oui, parce que je sais que je vais pas pouvoir aider la personne. Donc, ce qui est sûr chez nous, si jamais tu nous appelles pour des services, c'est qu'on va te donner ce que tu as besoin d'avoir. On va pas te vendre des choses qui vont t'amener nulle part. Donc, c'est ça le service que tu vas avoir chez Squaws. Ce qui est sûr, c'est qu'on va toujours expliquer les bonnes démarches, puis on va toujours suivre un peu à la fois ton bit à toi. Donc, on va pas te l'imposer. Si tu n'es pas encore prêt pour commencer l'aventure, je te dis, prends ton temps. Mais une fois que tu vas être prêt, ce qui est important, c'est de faire les bonnes choses au bon moment, puis de les faire une chose à la fois. J'aime ça, c'est comme un service personnalisé, mais aussi un service beaucoup plus large que juste du marketing. En fait, c'est vraiment, il y a une planification d'affaires là-dedans. Bien sûr, il y a toujours de la planification. Même si on veut faire une campagne, donc qui est quand tu te parles de campagne aujourd'hui, c'est rendu banal, tout le monde en fait, tout le monde fait du marketing. En fait, le problème, c'est que si on le fait sans jamais penser à qui je montre ma publicité, pourquoi, c'est quoi mes messages, c'est quoi mes publicités, c'est quoi mes visuels, c'est quoi les canaux que j'utilise. Si on fait juste aller rapidement, puis pas mettre assez de temps pour planifier, c'est sûr que les résultats de ma campagne vont pas être grandioses, puis en même temps, les coûts associés à celle-ci vont être énormes. Donc, c'est pour cela que même pour des petits projets comme les projets de campagne, c'est nécessaire toujours de planifier. C'est très bien ça. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, ça rend ça... je pense que c'est ça qui vous distingue sur le marché. Exactement. C'est bien. Et là, je sens ce que tu voulais dire par brasser. Ouais, là, je le vois mieux parce qu'effectivement, il faut faire du brainstorming. Exactement. Très bien. Alors, pour terminer, ton équipe est composée d'à peu près combien de personnes et comment est-ce qu'on peut te rejoindre?
Bon, mon équipe actuellement, on est 7 personnes. On est 2 départements distincts, mais qui travaillent ensemble. Donc, on a un département de purement stratège, donc stratégique, avec des consultants en affaires, en marketing, en communication, mais aussi en contenu puis en numérique. OK? Donc, ça, c'est le département stratégique. Dans ce département-là, on fait beaucoup de planification, de recherche, de stratégie qui peuvent toucher sur différents volets entre les affaires, le marketing et la communication. Puis au niveau du département communicationnel, on a une équipe composée de créatifs, donc des designers, des directeurs artistiques, des animateurs, illustrateurs, puis des gens en vidéo aussi, donc la conception et le montage vidéo. Je parle en pluriel alors qu'on n'est que 7, mais en fait, la plupart de notre équipe est multidisciplinaire. Moi, personnellement, je suis diplômée, puis à peu près toute mon équipe aussi a des backgrounds diversifiés, puis peut toucher à plusieurs choses. Donc voilà, on travaille aussi avec beaucoup de partenaires stratégiques, dépendamment sur des projets très spécifiques qui peuvent toucher peut-être à une expertise qu'on veut aller chercher, pas nécessairement en interne, mais aussi en externe. Mais nous, ce qui est important pour nous, c'est toujours d'offrir le service au client. Donc, toujours gérer le projet, gérer les partenaires, gérer les livrables nous-mêmes, puis donner ça client en main à notre client. Donc voilà, au niveau de qu'est-ce qu'on est, comment on fait les choses, comment on peut nous rejoindre? Ben, en fait, on est partout. On a vraiment, on est partout en ligne. Donc, on a un site web qui est squalls.ca. On a aussi notre Instagram, notre Facebook, LinkedIn. On est aussi sur Pinterest et YouTube. Donc, vous avez juste à taper le nom de l'entreprise Squalls ou Squalls Marketing. Vous allez tomber sur tous nos profils. Non, ben, c'est simple. Alors, je te remercie beaucoup d'être venu puis de t'être prêté à cette belle expérience de Elle en a fait du chemin parce qu'effectivement, ça en a fait du chemin.